Bienvenue dans cet épisode du Positive Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir une invitée assez exceptionnelle, très exceptionnelle, pas simplement par sa tenue, une femme aux multiples facettes, conférencière, lama, auteure et productrice de télévision. Elle a consacré plus de 30 000 heures, à mon avis beaucoup plus en fait, elle nous le dira, son compteur, à la méditation. Un parcours unique qui l'a conduite à devenir la plus jeune femme lama occidentale à l'âge de 19 ans. Et après plus de 25 ans en fait, passés dans l'industrie des médias, elle a su en fait allier ses engagements spirituels professionnels pour inspirer et aider les autres à trouver un équilibre dans leur vie, que ce soit personnel, professionnel, social. Aujourd'hui, nous allons explorer avec elle non seulement son parcours, évidemment la méditation, ses recherches sur les neurosciences aussi, qui sont passionnantes, parce qu'on a eu quelques neuroscientistes dans notre podcast, et la manière dont elle applique ses enseignements dans le monde professionnel pour transformer le bien-être au travail. On parlera aussi de la jeunesse. Hermès Garanger, je suis tellement heureux de t'accueillir dans le Positive Leadership Podcast. Merci et bienvenue à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors je souhaite commencer, comme je le fais souvent avec mes invités, par le début, quand on est tout petit, son enfance, ses parents, et des fois la famille un peu plus large ou les personnes qui ont compté, pour vraiment comprendre un petit peu le contexte pour toi, qui t'a amené à grandir, je crois, dans l'un des plus grands centres bouddhiques tibétains d'Europe, en fait, ouais. et de comprendre comment cette enfance s'est déroulée, qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges, de cette vie, dans ce cadre très particulier, avant le jour J dont on parlera plus tard. Ok, je n'en parle pas alors. Voilà. C'est vrai que mes parents étaient partis en Écosse à la rencontre des premiers maîtres tibétains, les premiers lamas tibétains, oui. Dans les années 70. Et ils étaient censés rester une semaine en Écosse, dans le monastère, et sont restés 2 ans. Donc moi, je vais naître en Écosse, entourée de lamas tibétains. Et quand ils rentrent en France, ils vont s'arrêter en Bourgogne pour acheter un petit château et 10 hectares autour du château, pour l'offrir aux grands maîtres tibétains rencontrés en Écosse, oui. Et ce qui va devenir l'un des plus grands centres bouddhistes tibétains d'Occident, fondé donc en janvier 74. Et c'est vrai que j'ai grandi dans ce monastère, j'ai passé 20 ans dans ce monastère. Voilà. Si je peux me permettre, quel a été un peu le déclencheur pour tes parents d'aller rencontrer ce maître en Alors Écosse moi, à l'époque? ça vient de ma mère. Ah, c'est la maman. Voilà, okay. Exactement, qui était passionnée par le Tibet, ouais. Les Tibétains depuis toute petite, elle ne sait pas pourquoi. Et elle était monteuse à la télévision à Paris. Et un jour, dans la salle de montage, elle voit un magazine qui annonce la venue des lamas tibétains en Écosse. Ah. Et donc, elle dit à mon père, partons une semaine, ce qui s'est transformé en toute une vie. Alors, voilà, je reviens maintenant à ce que tu me disais. Donc, tu as grandi pendant 20 ans sur ce site incroyable, que je n'ai pas eu le plaisir encore de connaître, mais j'aurais le plaisir sûrement un jour de découvrir. Parle-nous un petit peu de ta vie au quotidien avec tes parents dans cette enfance, ce cas très particulier où tu as une espèce, une famille peut-être encore plus large que celle de tes parents, peut-être. Alors, c'est vrai qu'on a grandi plus avec ma maman et mon petit frère dans le centre. Ouais. Mon père, lui, est vite reparti à Paris. D'accord. Et il a fondé une radio qui s'appelait Radio Ici et Maintenant, la première radio libre. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'était le fondateur d'Ici et Maintenant. Donc, il y avait une graine des médias déjà, quelque Exactement. part. On y reviendra tout à l'heure. Je suis née dedans. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai grandi avec ma maman et mon petit frère dans cette enceinte. Alors, la journée, bien sûr, à l'école du village, mais le soir, de rentrer au monastère dans cette forme de communauté avec des résidents du monde entier, des lamas tibétains, bhoutanais, des personnes qui venaient aussi du Népal, je sais pas, c'était totalement international. Donc Tu parlais quelle langue d'ailleurs? Alors, je parlais français, mais c'est vrai qu'un peu plus tard, à partir de 15 ans, j'ai commencé à apprendre le tibétain. Donc, je suis bilingue français-tibétain. Et cet enfant, je dirais que c'était vraiment baigné entre l'Orient et l'Occident. Je pourrais pas dire que je suis plus française que tibétaine ou plus occidentale qu'asiatique. J'ai vraiment cette double culture et c'est encore aujourd'hui très fort chez moi. Il y avait une école au sein donc de ce site, de ce temple pour des enfants de ton âge, toutes petites. Alors j'allais à l'école du village, on prenait l'autocar qui donc venait tu sortais quand même. Exactement, bien sûr. Oui. D'accord. Donc j'étais dans des écoles primaires, collèges, etc. avec les petits bourguignons, plutôt fils et filles de paysans. Qu'est-ce qu'ils disaient les petits bourguignons? C'était particulier, c'était assez particulier. Il faut se remettre dans le contexte. Dans les années 70, c'était assez. Souvent on me disait le bouddhisme c'est une secte, les parents disaient aux enfants de pas me toucher.
Ah oui, de carrément. ne pas s'approcher de moi, que j'allais les contaminer. Donc c'était... Donc, tu étais déjà un peu isolée à Ouais, part. c'était assez compliqué, Tu étais petite. un peu... Ouais, et j'ai T'étais changé pas plusieurs fois bolide, comme on d'école. dit encore. Alors, il y avait Voilà, bon, c'est... un petit peu quand même. Un Verbalement, oui, quand même, c'était compliqué. Ouais, c'était salle bouddhiste, salle Ah oui, d'accord. bougnoule, salle... donc oui, du coup, carrément. c'était assez clivant. Et en même temps, au collège, ça c'est beaucoup plus ouvert puisque le proviseur, lui, et le directeur du collège faisaient venir de temps en temps des lamas du centre d'accord. pour donner des conférences aux jeunes. Donc il y a une ouverture. Et donc, il y a enfin une ouverture. Mais c'est vrai que l'école primaire, ça a été compliqué. Et dans ce cadre-là, justement, quel a été le rôle de ta maman qui était très présente visiblement pour faire ce lien entre l'extérieur, la société, l'école, la vie de la cité, comme on l'appelle, et puis la vie à l'intérieur du temple, quoi, en fait, qui doit être, Mais ma mère codifiée aussi. Ouais. Oui. Alors, elle était professeure de yoga dans toute la région, donc assez connue dans toutes les villes autour du monastère. Et après, c'est vrai qu'au niveau, quand j'étais au collège, vraiment, moi, j'ai toujours assumé de toute façon ce que je vivais. C'est-à-dire que j'avais des rencontres exceptionnelles. Rencontrer le Dalai Lama le week-end à Paris, revenir le lundi à l'école et raconter que, eux, ils me racontaient qu'ils avaient acheté un tracteur, qu'il y avait des nouvelles vaches et des petits veaux, etc. dans le week-end. Et moi, je racontais que j'avais vu des lamas, des maîtres exceptionnels. Donc, il y avait une forme de décalage. Mais j'étais tellement heureuse de cette enfance. Que finalement, même si on m'écartait dans la cour, à aucun moment ça m'impactait. Je veux dire, je me disais, mais j'ai une vie sublime. Tu bâtissais déjà en toi une forme de force intérieure, de résilience, de conscience aussi, de quelque part d'un apaisement ou d'un bonheur que tu étais en train de créer autour de toi. J'étais tellement heureuse au monastère que finalement, je me dis... Tu n'étais pas atteinte? Non, j'essayais d'être le moins atteinte possible en tout cas. Et puis les gens me voyaient, enfin les élèves... malgré le fait que les parents leur disent ne l'approchez pas, il y avait une forme de curiosité, donc bien sûr qu'ils avaient envie de me poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu avais un Qu'est-ce copain, qui se passe quand même dans cette classe qui... Oui, j'avais quelques camarades justement qui vivaient aussi au monastère. Ah oui, donc ils étaient donc c'était voilà, et puis après petit à petit il y a eu une ouverture au collège et là c'était les camarades venaient au temple, j'allais chez eux. D'accord, là ça s'est ouvert un petit peu. Exactement. Alors j'ai eu un invité il y a pas mal de temps déjà, Hermès, s'appelle Boyan Slat, tu connais peut-être, qui est le fondateur de cette très belle fondation des Ocean Cleanup, qu'il a lancé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, qui nettoie les océans de cette pollution plastique effroyable et qui remonte maintenant même dans les rivières avec des systèmes, parce que c'est en amont que ça se passe en fait dans les rivières les plus polluées du monde. Il m'avait raconté en fait que lui, il y avait un déclenchement avec sa mère en fait sur cette cause-là. Et évidemment, ça s'était cristallisé lui dans sa vue quand il avait fait un plongeon adolescent en Grèce. Et que à quelques mètres en profondeur, c'était effroyable, quoi. C'était des plastiques partout, et qu'il avait remonté à la surface en disant ma mission, ça va être ça. Est-ce que toi, il y a eu un moment dans ce temple, ou bien ça s'est mûri au fil du temps, où tu t'es dit ma vie, ça va être ça, quoi, finalement? Je me suis posé plus la question vers 15 ans, 15 ans, d'accord. Quand on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que depuis toute petite, à chaque fois qu'il y avait des enseignements ou des maîtres qui venaient donc au monastère pour enseigner, j'étais toujours la petite avec les adultes pour écouter les enseignements, essayer de faire comme eux, de m'asseoir avec eux dans le temple, de méditer, d'apprendre en tout cas à méditer. Quand il y avait des vœux de silence, j'essayais de prendre les vœux de silence avec eux. Donc j'étais vraiment, depuis toute petite, inspirée, on va dire, par cet univers, par les lamas, et par leur sérénité, leur joie, leur forme d'humour, de voir que c'est presque des grands enfants. Et on voit aussi le Dalai Lama quand il éclate de rire pendant des conférences. On se dit, mais en fait, c'est encore un enfant. Donc j'ai toujours été impactée et inspirée par ces êtres-là. Donc, depuis toute petite, je savais qu'il y aurait quelque chose dans cette voie-là. Bon. Et ton papa, il revenait vous voir quand même de temps en temps, de sa vie parisienne? Oui. Et nous, on y allait aussi de temps en temps, suivre les aventures de la radio avec les hauts et les bas de la radio. Alors, on arrive, on fait un accéléré, évidemment. Tu as 15 ans, je crois. Et là, il y a un moment décisif, quoi, quand même, dans ta vie, où tu vas m'expliquer les modalités, les raisons, les conditions, le facteur chance aussi, sans doute, qui s'est passé, qui fait que ce jour-là, tu t'es embarqué dans plus de 1000 jours d'isolation. Exactement. Alors que tu étais une gamine de 15 ans.
Alors c'est vrai que je venais de terminer le brevet des collèges, donc voilà, fin de... Ça c'était fait. Voilà, le collège s'est terminé, je m'étais inscrite pour faire seconde par correspondance, parce que j'avais pas envie de quitter le monastère et partir à l'internat. Et l'été, avant de commencer donc la seconde, il y a une préparation avant d'entrer en retraite, ce qu'on appelle la retraite traditionnelle qui dure 3 ans, 3 mois et 3 jours dans le bouddhisme tibétain. Et donc, depuis toute petite, je voyais une partie des résidents et résidentes entrer en retraite de méditation, partir donc dans la forêt, il y a 2 centres de retraite, un pour les hommes, un pour les femmes, et sortir 3 ans plus tard, mais complètement transformés. Et à chaque fois, je leur disais, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans? Et la seule réponse, c'était, on a médité. Donc, j'avais demandé à mes parents de faire cette retraite de méditation à 19 ans, ce qu'ils avaient accepté. Et à 15 ans et demi, après le brevet, un concours de circonstances qui fait que les futurs retraitants et retraitantes se préparent à partir. Et pour ça, un grand maître tibétain vient de Darjeeling, va passer 2 mois avec eux pour leur transmettre tout ce qu'ils vont méditer pendant 3 ans. Dans ce groupe, il va se trouver une femme malentendante qui me demande de retranscrire tous les enseignements pendant 2 mois. Et là, je me dis, est-ce que je fais ça pendant 2 mois ou est-ce que je profite de mon été avec tous les camarades qui viennent passer l'été au centre? Tu connaissais le langage des signes ou... Non, mais c'était retranscrire, c'est-à-dire à l'écrit. Et finalement, le soir, je vais la voir et je lui dis, oui, j'accepte de retranscrire pour toi. Donc, j'obtiens une dérogation pour intégrer le groupe des futurs retraitants et retraitantes uniquement pour écouter les enseignements. Donc, je comprends pas forcément grand-chose dans toutes les pratiques, les explications, les visualisations, les mantras, enfin, tout ce qui va être transmis. C'était pas en français, tout ça, en plus? Alors, c'était en tibétain, mais traduit en français dans le temple. Une traduction, voilà. Bien sûr. Et finalement, cette femme s'est désistée 3 jours avant d'entrer en retraite et on m'a proposé sa place. Incroyable. Et donc, j'ai réussi à embarquer mes parents dans cette aventure. Explique-nous comment tu as convaincu tes parents, parce que c'est loin d'être évident. Et c'était aussi peut-être une exception à la règle pour... pour personne de ton âge, j'imagine. Oui, j'étais la plus jeune femme occidentale au monde à tenter l'expérience. Donc, c'est vrai que mes parents se disaient, oh là, attends, 15 ans et demi, c'est quand même très, très jeune. Donc, ma maman a dit oui tout de suite, quasiment. Et quand j'ai appelé mon père à Paris pour lui annoncer que je partais après-demain, il m'a dit non, il est hors de question. Alors, je lui ai dit, mais papa, on m'a rasé les cheveux ce matin, on m'a habillée dans la tenue. C'était déjà fait, quoi. Voilà, pour moi, c'était acté. J'étais sûre qu'il allait dire oui. Et le simple argument de dire que j'avais les cheveux rasés et que j'étais déjà habillée en tenue de le futur retraitant. Non, du tout. Au contraire. Il m'a dit, il est hors de question. Donc, c'est ma mère, effectivement, qui a eu un rôle important et qui l'a convaincu. Elle a réussi à le convaincre. Voilà. Et donc, il est arrivé l'après-midi pour passer les dernières 24 heures avec nous. Et finalement, c'était la plus belle, je pense, le plus beau cadeau que mes parents m'aient fait tout au long de ma vie. Ah, c'est incroyable. Et tu ne les as pas revus pendant 1000 jours, tes parents? Ah non. Personne, on est coupé du monde. Explique-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, le premier jour, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit personne, effectivement, on est coupé du monde. Donc, moi, j'ai fait cette expérience avec 9 femmes de 7 nationalités différentes, une américaine, une argentine, bhoutanaise, polonaise, italienne, quelques françaises. Et on est coupé du monde, c'est-à-dire qu'on vit dans une petite enceinte, chacune dans une petite cellule de 9 mètres carrés. Donc, moi, j'avais la dernière, la plus sombre, donc très, très peu de lumière pendant 3 ans. Et on va méditer 14 heures par jour, chacune dans notre petite cellule. Dans sa cellule. Voilà. Seule. Avec 2 petites sessions en commun, une le matin, une le soir. Mais sinon, l'enceinte est tellement petite que voilà, le jardin est assez petit. On se déplace entre les sessions pour aller au frigidaire, frigo, chercher de quoi se faire à manger, mais on fait à manger chez soi. Parce qu'il n'y a pas de repas collectif. Non, en fait, chacune se fait sa cuisine et salle de bain commune. Mais sinon, on est vraiment, on dort dans cette petite cellule. Alors, il faut savoir que la journée, on médite dans on appelle ça une caisse de méditation qui fait 1 mètre carré, tout en bois, 1 mètre sur 1 mètre. Il y a une planche en bois sur laquelle on pose les textes tibétains la journée. Et le soir, on enlève cette planche qu'on remplace par une couette et on dort assise dans cette forme de posture méditative avec les jambes croisées en tailleur. Et donc, finalement, on reste presque 20 heures sur 24 dans cette posture pendant 3 ans. Et comment ton corps... Alors... Peut-être que par rapport finalement à des femmes qui avaient un âge plus avancé, j'allais dire, ton corps était peut-être plus agile et plus adapté, mais néanmoins, on peut se dire, c'est une torture cette histoire de se mettre dans cette position. Alors moi, je l'ai pas vécu comme ça, mais effectivement, la plus âgée avait 70 ans et c'était peut-être plus compliqué pour elle que pour moi. Et après, entre les sessions, moi, je marchais énormément. Je faisais le petit tour du jardin.
je faisais mes milliers de pas pour dégourdir les jambes. Mais après, on s'y fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est là pour méditer, pour apprendre à méditer. Mais est-ce qu'il y avait donc un moment commun où le maître s'adressait à vous toutes et où vous transmettez aussi quelque part des méthodes, des outils, des procédures pour méditer. Parce Alors on a un maître de retraite. Un maître de retraite, c'est ça. Qui vient régulièrement chez les hommes et chez les femmes, à peu près, je dirais, tous les 10 jours, 15 jours, pour continuer à nous transmettre le programme. Donc c'est vraiment un programme traditionnel dans le but, à la fin, de devenir lama, enseignant du bouddhisme tibétain. Donc ce lama vient nous voir et puis on peut aussi demander des entretiens si c'est compliqué, si on a une question. Donc on n'est pas lâché dans la nature comme ça pendant 3 ans, on suit un rythme et entre nous on peut échanger aussi. Combien de temps par jour peut-on échanger? C'est chacune comme on veut. Ah d'accord. Mais c'est vrai qu'au début de la retraite, le lama nous demande si on veut prendre les vœux de silence. Donc il y en a certaines qui ont pris des vœux de silence 1 an renouvelables. Ça consiste en quoi un vœu de silence? Ne pas parler. Du tout, à personne. Du tout. Donc on échangeait par écrit. Et donc certaines avec qui j'ai quasiment pas parlé pendant les 3 ans, puisqu'elles ont renouvelé à la fin de l'année pour une deuxième année. Uniquement par écrit. Exactement. Avec elles. Wow. Et avec les autres, bien sûr, on échangeait entre les sessions. Et moi, j'aimais avoir le ressenti de l'Argentine, de l'américaine, de l'anglaise, la polonaise, et puis même leur histoire de vie, la bhoutanaise aussi. Pour moi, c'était passionnant. Mais est-ce qu'il y a une forme de pédagogie, j'imagine, sur 3 ans, parce que c'est un énorme parcours, finalement, pour que des concepts vous soient transmis aussi un par un, jour après jour, semaine après semaine. Il y a toute une curriculum, j'allais dire, qui existe. Oui. C'est le maître de retraite qui vient nous, on va dire, changer les pratiques, les méditations au fur et à mesure qu'on évolue dans la retraite. Alors dans le bouddhisme, on va parler de 84 000 sortes de méditations différentes. 84 000. Voilà. Et dans la retraite, on va en pratiquer à peu près 200. Ouf. Donc certaines vont durer 3 jours, d'autres 2 semaines, et puis il va y en avoir plusieurs qui vont s'entremêler dans la journée, etc. Donc il est là vraiment pour nous suivre, pour nous mettre un cadre et pour nous transmettre effectivement l'enseignement. J'imagine aussi qu'ont dû naître des relations interpersonnelles très fortes avec un certain nombre de ces femmes, qui doivent peut-être perdurer aujourd'hui encore, non? Et c'est ça, 30 ans plus tard, on est encore sur les groupes Messenger avec l'américaine, l'Argentine et l'anglaise, toutes les 4, où on s'écrit quasiment tous les jours depuis 30 ans. Chacune avec des parcours de vie complètement différents. Pour la plupart, elles ont fondé des centres bouddhistes dans leur propre pays. Certaines sont mamans, d'autres pas du tout, et toujours dans l'enseignement et dans le monastère. Mais il y a des liens très très forts, et même des liens avec les hommes aussi, puisqu'on pouvait échanger des courriers pendant les 3 ans, et aussi des liens avec les autres traitants. C'est ceux qui ont fait des retraites avant nous ou après nous. Pour échanger vos pratiques aussi. C'est ça, on peut échanger vraiment ce qu'on a vécu, et je crois que c'est un partage unique. C'est incroyable. C'est difficile à concevoir de l'extérieur, mais d'imaginer cette patience, cette résilience, cette force intérieure aussi qui permet... pendant 3 ans, en fait, de développer aussi son cerveau. On y reviendra tout à l'heure, parce que je pense que le cerveau, il évolue au fil du temps avec ce type d'exercice répété. Alors, en parlant, en faisant un raccourci avec aujourd'hui, parce que finalement, c'était dans les années 70, moi, j'ai fait la retraite de 88 à 92. Toi, c'est 88-92, excuse-moi, oui. Sauf si j'ai 80 et quelques années. Non, pardon, 92, non. La méditation, il paraît que ça conserve. Mais en fait, quand tu vois des jeunes qui 15 ans aujourd'hui, en 2025... Bon, ils sont dans un environnement, un univers qui a beaucoup évolué, et dans lequel on sait tous ce qu'on appelle un peu l'économie, ou l'économie de l'attention, ou plutôt de l'inattention en permanence, que ce soit par les réseaux sociaux ou d'autres formes d'intrusion permanente. Quelle est ta réflexion un petit peu du rôle justement de la pleine conscience, de la méditation? On voit des apps aussi fleurir sur la méditation, il y en a très célèbres aussi. Quelle place vois-tu à ces pratiques aujourd'hui pour la jeunesse? Alors, je ne sais pas vraiment si la jeunesse consomme ce genre de choses.
apprendre à méditer, on va dire que c'est pas l'une de leurs priorités. Alors c'est vrai que quand je donne des conférences, très souvent c'est un public d'adultes, mais il m'arrive de donner des conférences à des écoles, par exemple Centrale Lyon, devant des jeunes ingénieurs ou d'autres publics assez jeunes, ou alors des jeunes accompagnent leurs parents. Leurs parents, d'accord. Et ça, toujours intéressant d'échanger avec eux. Alors, étant maman aussi d'une fille qui a 18 ans, je vois aussi la tendance, je discute beaucoup avec les copines qui viennent à la maison. Mais je me dis, ces jeunes, la jeunesse parle très très peu de méditation. Je trouve que les gens se tournent vers la méditation, en tout cas en Occident, quand ça va moins bien. Quand ça va mal. Et souvent je dis, mais pourquoi attendre d'être mal pour commencer à aller bien ? Pourquoi attendre d'être mal pour commencer à méditer ? Donc la jeunesse, elle a un taux de concentration, c'est 10 secondes, 15 secondes, le temps d'une story ou d'un reel. Et je me dis, waouh, quand je leur parle de méditation, ils disent, mais ils ferment les yeux 2 minutes ou 30 secondes. Et ça ne doit pas durer beaucoup plus longtemps voilà, que ça, c'est ça. Et l'esprit part dans tous les sens. La micro-pause méditation. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en Asie, on voit dans de nombreux pays, les enfants apprennent à méditer quand ils sont tout petits. Et je le vois quand je vais dans des écoles maternelles, il y a le taux de concentration chez les plus jeunes, les petits. Plus élevé. Mais oui, on leur demande de fermer les yeux. Et je ne sais pas alors pourquoi, si pendant l'adolescence il se passe un truc particulier. Mais c'est vrai que ça ferait tellement de bien aux jeunes s'ils apprenaient à méditer petit, pour que finalement, ados... Ça supposerait aussi probablement avec leurs parents un renforcement de cette pratique. Ou à l'école. Et à l'école, j'allais y revenir. Bon, tu as milité dans ce sens. Mais j'essaye, mais c'est difficile d'aller dans les écoles parce que je ne suis pas professeur. Donc du coup, on me dit oui... On ne t'autorise pas vraiment l'accès, voilà, c'est pas parce que vous avez médité 30 000 heures que vous êtes légitime de parler de méditation dans une classe, même si c'est laïque, même si je n'utilise aucun mot bouddhiste ou quoi que ce soit. Mais c'est pas évident. Donc j'y vais quand je suis invitée, mais sinon c'est cloisonné malheureusement. Très. Alors après avoir obtenu ce titre de lama, la plus jeune, ce qui est assez extraordinaire, tu as décidé néanmoins à un moment donné de poursuivre une carrière professionnelle dans les médias. Il y a peut-être la graine du papa qui avait germé, je ne sais pas. Et tout en alliant finalement tes engagements spirituels à ton métier de productrice. Alors comment tu as réalisé ce choix finalement de transition et qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Voilà, est-ce que c'est l'influence du père ou c'est autre chose ? Ou tu t'es dit, mais j'ai envie de projeter, de diffuser, de transmettre avec des images, de la voix, enfin de l'audio, la vidéo, ce que je crois finalement. Alors c'est vrai qu'en sortant de retraite à 19 ans, forcément mes parents m'attendent pour passer mon bac et reprendre mes études. Je dis non. Je pars vivre en Inde 3 ans et je reviens à 22 ans. Et là, je vais passer mon bac. Ouais. Et tu as quand même passé le bac. Oui, j'ai passé le bac à 22 ans. Il fallait faire. Yes. Mais c'est pendant la période où je vivais en Inde dans les monastères que j'ai côtoyé le monde de la télé, c'est-à-dire que je traduisais pour des équipes françaises qui venaient au monastère. Je traduisais du tibétain au français pour leurs documentaires sur les maîtres, sur le bouddhisme, etc. Et quand je rentre en France à 22 ans, donc je passe mon bac, et les équipes que j'avais rencontrées me propose un poste dans une société de production. C'était pour Jean-Louis Burgat, qui était producteur à l'époque de 7 sur 7, quand Gainsbourg avait brûlé son petit billet de 500 francs devant tout le monde. Et donc, j'avais toujours rêvé au moins de travailler une journée. Métro boulot dodo, c'était quelque chose qui, à la sortie de retraite, m'interpellait, parce que j'avais l'impression que tout le monde faisait la gueule quand on parlait de métro boulot dodo. Et moi, je me disais, métro boulot méditation. Voilà, je veux essayer, ne serait-ce qu'une journée, je veux aller dans la vie active, je veux voir ce que c'est. Et en même temps, c'est vrai que être lama à 19 ans, ça veut dire quoi ? Comment je vais être légitime pour enseigner, donner des conseils à des adultes qui viendraient me voir pour me parler de leur quotidien, de stress, burn-out, anxiété, peur, je ne sais quoi. Pas évident. Alors qu'entre guillemets, je n'ai rien vécu. Et donc, le monde des médias est arrivé petit à petit grâce à l'Inde, grâce à cette société de production. Et finalement, 25 ans plus tard, je suis encore dans les médias, j'en suis jamais partie. Tu n'en es jamais partie. J'ai juste gravi les échelons. On va en reparler quand même aussi, mais avant de ça, peut-être un petit passage aussi. J'ai reçu une personne, je pense que tu connais bien, Natacha Calestrémé, aussi dans ce podcast. Elle est aussi conférencière, réalisatrice. Elle a fait un travail énorme dans les médias autour des thématiques qu'elle pousse dans le monde d'ailleurs, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau des émotions et bien d'autres sujets. Et
Et finalement, donc, elle a réussi aussi à allier d'une certaine manière dans ce métier de la production ses croyances, quoi, avec son métier. Et toi, comment le fais-tu alors, justement? Et comment l'as-tu fait ces dernières années par rapport aux exercices imposés qu'on t'a demandé aussi? À un moment donné, tu tiens un job, bon, il faut faire des choses, quoi. Et toi, tes convictions? Alors moi, j'ai pas toujours travaillé, j'ai pas fait que dans le bouddhisme ou dans les valeurs qui me sont chères, du tout. J'ai vraiment travaillé sur des documentaires animaliers, les courses hippiques, des émissions musicales, les 24 heures du Mans, Roland Garros, donc des trucs qui sont complètement Catherine et Liliane, des longs métrages, des courts métrages, donc rien à voir avec le bouddhisme. Mais en même temps. J'ai pris ça comme un exercice d'apprentissage. Comment apprendre le métier, gérer des budgets, des équipes, le quotidien, mettre de l'humain quand on gère des équipes, 140 techniciens sur une quotidienne, etc. Comment on crée de la cohésion, de l'harmonie, être à l'écoute de l'autre. Donc tout ça, je l'ai pris comme un entraînement ou un apprentissage. Ça veut dire que tu as injecté ça dans tes pratiques aussi. Tout à fait. Et tu as réussi autour de toi à créer un climat très différent dans les équipes de production d'Hermès. Non, en tout cas, c'est ce qu'il en reste quand je quitte une équipe et que je pars sur autre chose. C'est à chaque fois, c'est ce qu'il en reste. Comment ça marche alors concrètement? Maintenant, après tout le recul que tu as aussi, quand tu prends en charge une production avec une équipe, j'imagine tous les métiers possibles, imaginables, qui vont s'assembler ensemble pour toute une série de vidéos productions à réaliser. Quels sont un peu tes principes de leadership par rapport à cette équipe? Alors, je dirais... peut-être pas ce terme-là. Mais non, mais l'idée, c'est... je pense que si on est bien soi-même, on fait confiance aux autres. Donc, il y a une forme de responsabilité, de faire confiance, d'être à l'écoute des autres. Et quand on fait confiance, quand on délègue ou qu'on responsabilise les personnes, sans mettre forcément un mot dessus... montrer qu'on a confiance en la personne, même si la personne n'a même pas confiance en elle, et montrer qu'on a presque plus confiance en elle qu'elle-même. Et de valoriser les uns, les autres. Effectivement, sur un plateau, on a 140 techniciens qui font des métiers complètement différents, et montrer qu'on est tous interdépendants. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas d'émission, s'il n'y a pas de maquilleuse, de styliste, de cadreur, d'ingé son, et finalement de créer cette forme de cohésion, de mettre de l'humain, de la bienveillance, montrer que c'est eux, ils sont plus importants que les chiffres, l'audimat, etc. Même si, bien sûr, c'est important, mais toujours montrer que c'est l'humain le plus important. Le plus important de tout ça. Et c'est exactement ce que je fais. Et finalement, le reste suit. Les audiences, c'était parfait. Le chiffre pour les producteurs était parfait. Est-ce que tu avais des pratiques quotidiennes ou autres de méditation avec toutes les équipes aussi ou pas? Alors avec eux, non. Et eux toi seul, voilà, on va dire que les techniciens ne savaient même pas que j'étais lama. Ou alors de temps en temps, quand ils... savoir, au bout d'un moment, quand même, j'imagine, non? En tout cas, moi, je le disais pas. C'est vrai qu'à la cantine, ils voyaient que je mangeais pas de viande. Sur mon répondeur, c'était en tibétain. Donc, on me demandait quelle langue je parlais sur mon répondeur. Mais à aucun moment, je n'ai affiché quoi que ce soit. Justement pour rester intermittent du spectacle, et je le suis depuis 25 ans, justement pour toujours être à la place d'eux ou avec, plutôt que me considérer comme quelqu'un de supérieur. Comme l'expert, la sachante. Jamais. Et c'est vrai que quand on m'invitait à manger avec les équipes, j'avais le choix entre aller manger avec les patrons de la chaîne ou les techniciens. Et ça fait 25 ans que je mange avec les techniciens. Parce que j'aime être à leur niveau, me sentir l'égal, d'égal à égal, de cœur à cœur. J'aime pas ce côté de supériorité. Donc c'est aussi pour ça que j'ai jamais dit que j'étais lama. Et ils l'ont découvert quand j'ai écrit mon livre en disant « Ah, mais t'aurais pu nous le dire !» On savait qu'il y avait quelque chose de différent. Ça a changé du coup tes rapports avec les personnes quand ça s'est révélé, les gens l'ont su dans ton milieu, j'entends, en production. Ça a changé tes relations avec fondamentalement? Mais tous m'ont dit, on savait qu'il y avait quelque chose. Voilà. Et tu nous as transmis quelque chose sans même mettre un mot dessus ou sans imposer quoi que ce soit, alors que tu es lama. Donc ça, c'était le faire avec subtilité, avec finesse. Je trouve que c'est encore plus joli.
C'est-à-dire, il n'y a aucun forcing, il n'y a rien. Et depuis, effectivement, je reçois beaucoup de messages en privé. Ça va pas? Est-ce que tu peux me conseiller? Comment je médite? Comment je fais ci? Comment faire ça? Tu as créé des vocations aussi? Je sais pas, mais c'est le bureau des plaintes est ouvert H24. Tu as un métier de conseil supplémentaire aussi de coach mental. Alors, je sais aussi que tu es une conférencière reconnue qui intervient dans l'univers notamment du bien-être au sens large. Santé mentale et tout ça. La santé mentale, qui sont des gros sujets de nos jours. Mm-hmm. Et tu as travaillé aussi sur des sujets de développement personnel. Tu en parlais à l'instant, un petit peu presque de coaching de personnes, de gestion de stress, en apportant des réponses aussi pratiques dans le monde de l'entreprise. Ouais. Alors, ça m'intéresserait que tu parles un petit peu du rôle que peut avoir la méditation justement dans le monde du travail et quelles sont pour toi les plus grandes difficultés ou les opportunités en même temps que tu as rencontrées en travaillant avec des entreprises, peut-être des dirigeants ou pas, des équipes, pour changer leur rituel finalement avec de la méditation peut-être. Alors c'est vrai que quand je suis invitée à donner des conférences, j'en fais à peu près 50 par an. Dans des entreprises plus ou moins grandes et avec des publics complètement différents. Très différents. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche, je ne vais pas y aller pour vendre de la méditation. Donc, mon parcours va, entre guillemets, être le fil conducteur. J'aborde la méditation, les bienfaits, tout ce que les neuroscientifiques expliquent par rapport à la modification du cerveau et autres. Comment je gère les émotions différemment, la prise de recul, la prise de hauteur, gestion du stress, de l'anxiété, des peurs, des doutes face à ce monde assez, on va dire, incertain. Compliqué. Et ensuite, c'est vrai que j'ai passé 30 000 heures avec mon esprit, mais ensuite, je me suis orientée vers les neurosciences. Donc, j'ai passé un master en neurosciences appliquées pour comprendre le fonctionnement du cerveau. C'était quand ça? C'était en 96. D'accord, ok. N'importe quoi, c'était pas en 96. C'était en 2016. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Okay. 2016. C'est pas si vieux que ça en fait. Voilà, d'accord. 2016. J'ai voulu comprendre comment on fonctionne, comment le cerveau fonctionne, nos comportements. Et ensuite, je me suis orientée sur l'étude du système nerveux, la théorie polyvagale qui vient des États-Unis, l'étude du nerf vague, comment on répond à travers 3 états de stress, etc. Donc, c'est vrai que dans les conférences, je ne vais pas y aller en tant que lama, je viens parler de méditation. Et pour les cartésiens, et eux, ils vont être intéressés par les neurosciences et la théorie polyvagale. Les autres vont être intéressés par un parcours. Donc chacun va venir prendre un petit peu ce qui l'intéresse. Mais je trouve que les entreprises sont très très ouvertes à ça de plus en plus. Tout le monde aimerait avoir une bonne santé mentale, mais on s'y intéresse quand ça va pas bien. On n'anticipe pas pour aller bien. Donc il y a une grande attente. Souvent on aimerait bien que notre entreprise aille bien. Mais si on veut qu'elle aille bien, il faut que les équipes aillent bien. Et si le manager va pas bien, c'est compliqué. Donc pour moi, les trois sont liés. Les 3 sont connectés. Donc l'idée, c'est presque même de travailler sur le chef d'entreprise, le manager, le leader. Et c'est vraiment à eux que je m'adresse très souvent. On me demande de parler aux chefs d'équipe, aux leaders, aux cadres, pour que eux aillent bien et ensuite qu'ils transmettent et que ça infuse. Voilà, exactement. Alors, si tu veux, j'ai dans l'émission un certain nombre de dirigeants d'entreprise, des CEO, bon, évidemment, Satya Nadella, que je connais depuis de nombreuses années chez Microsoft, des personnes aussi comme Jeff Rakes, qui était l'ancien CEO de la Bill & Gates Foundation, et puis d'autres comme Indra Nooyi, etc. Et un trait commun, alors différent sur la personnalité, c'est vrai que c'est que l'empathie, l'authenticité quand même sont très fortes et payent dans le développement d'une culture d'entreprise qui devient plus apprenante, qui devient plus mobile, qui devient plus alignée aussi sur la mission, lorsqu'une entreprise a une mission. Moi, j'y crois beaucoup aussi. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu as pu, comme ça, toi-même, travailler aux côtés d'un dirigeant ou plusieurs, auprès desquels et dans la durée, au-delà d'une conférence, tu as pu voir l'impact de ce travail peut-être sur le leadership? Oui, c'est vrai que quand je suis invitée, j'aime avoir des retours, mais plus tard, on continue à s'écrire. Donc, par exemple, j'interviens une fois par an à Polytechnique ou Barreau de Paris pour des avocats. Avant-hier, j'étais avec sur le côté médical. Donc, c'est vrai que le fait d'intervenir et d'avoir un suivi ou d'avoir des retours, même quelques semaines après, de me dire depuis que vous êtes passé, j'ai modifié ma manière de penser, ma manière de diriger les équipes, de mettre plus d'humain.
Alors tu parlais d'empathie, c'est vrai que nous dans le bouddhisme, on va avoir une notion différente par rapport à l'empathie, en tout cas l'empathie telle que c'est vu en Occident. Nous on va plutôt développer la notion de compassion. La compassion c'est ce qui vient du cœur, c'est ce que je fais avec le cœur, et ça, je l'ai vu un peu plus tard. Est-ce que c'est l'étape d'après l'empathie pour toi ? C'est quoi ? C'est un degré de maturité qui va plus loin ? C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Ouais. Et ça a été... on va certainement en parler tout à l'heure. Quand l'INSERM a étudié mon cerveau, on m'a demandé de méditer sur l'empathie et la compassion. Et voir comment je réagis sous l'effet de la compassion et sous l'effet de l'empathie. L'empathie, en tout cas dans le bouddhisme tibétain, c'est je prends la souffrance des autres sur moi. Mais après, qu'est-ce que j'en fais ? Et la compassion, c'est je développe tout ce que j'ai de plus beau à l'intérieur. Donc, le terme en tibétain, c'est Ningje. Ningje, c'est ce qui vient du cœur, ce qui est fait avec le cœur. Donc, je développe de l'amour et de la compassion et je vais faire la même chose, mais sans prendre sur moi. Et je pense que si on développe de la compassion en tant que chef d'entreprise ou même pour les personnes hypersensibles qui sont dans cette forme d'empathie XXL, on est plus dans je donne plutôt que je prends sur moi et qu'est-ce que je fais de ça. Et je me rends compte quand j'interviens auprès d'accompagnants, de soignants, d'infirmiers, de médecins, de psy, de thérapeutes, de cette notion où ils sont tellement dans l'empathie et finalement ce qui arrive à terme, ça peut donner des dépressions, des burn-out quand on prend pendant 25 ans les problèmes des autres. Et cette notion de compassion, ça inverse la tendance en se disant mais pourquoi j'ai pas su ça il y a 25 ans ? Peut-être que j'aurais écouté les souffrances des autres avec compassion, non pas que ça nous rende insensibles, mais on va mettre le filtre de la compassion plutôt que prendre les souffrances pendant 25 ans parce qu'on n'apprend pas forcément à se libérer, aussi et tout ça. Rentrer chez soi et oublier ce qu'on a. C'est exactement, la charge mentale, elle est énorme. Écoute, c'est passionnant parce que j'avais aussi Goldman dans mon épisode il y a quelques mois de ça déjà sur l'intelligence émotionnelle, comme tu sais, et puis lui il avait parlé des 3 étapes de l'empathie. Et donc l'étape la plus avancée n'est pas encore de la compassion, mais c'est l'étape où on commence s'étant vraiment mis à la place de l'autre, ressentant ce que l'autre a. On commence à essayer de comprendre les solutions pour aider la personne à aller. C'est peut-être la liaison vers la compassion, je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous, dans le bouddhisme, on commence à méditer sur la compassion. Et pour ça, on va utiliser un support, c'est-à-dire souvent on nous dit, pour développer de l'amour, de la compassion, pense à la personne que tu aimes le plus au monde. Et on n'est plus dans le mental. Quand on est dans le ressenti d'amour et de compassion, on va sentir dans le cœur, dans tout notre être, qu'on a presque les larmes aux yeux et la chair de poule, et d'être dans ce ressenti et développer ça pendant 3 minutes. Et ensuite, on se rend compte que quand on va avoir des gestes pour accompagner quelqu'un qui est souffrant, malade, en difficulté, on est vraiment dans cet amour qui perdure et qui rayonne vers l'extérieur plutôt que je me mets à ta place, qu'est-ce que ça doit être dur. Et c'est vraiment des phrases qu'on entend dans le quotidien. Oh ma pauvre, oh là là, ça doit être... je vous comprends, mais je te donne ce que j'ai de meilleur. Alors, il y a un livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, on m'avait parlé, tu dois évidemment bien le connaître, de Paramahansa Yogananda. Auteur spirituel emblématique avec son livre Autobiographie d'un yogi, qui a été l'un des textes spirituels les plus influents du XXe siècle, où il insiste sur l'harmonie entre la vie spirituelle et la vie quotidienne. Et son titre, Paramahansa, tu le sais mieux que moi, est très significatif parce qu'il incarne l'accomplissement suprême de l'union avec Dieu, la capacité à guider vers la vérité, et la promesse que cette réalisation est accessible à tous ceux qui s'engagent sincèrement sur cette voie. Yogananda a enseigné que la méditation, en particulier le Kriya Yoga, est une méthode puissante pour éveiller la conscience et expérimenter directement la présence du divin. Et il a insisté justement sur l'importance de la pratique régulière pour calmer le corps et l'esprit, menant une profonde sérénité et la révélation de Dieu dans sa propre vie. C'est fort. Alors, est-ce que tu partages cette philosophie ou est-ce qu'il y a des éléments différents de ce qui est écrit dans cette autobiographie d'un yogi? Non, tout à fait. C'est vraiment... Pourquoi dissocier la spiritualité de sa vie active ou vie extérieure ou vie mondaine ou vie professionnelle? C'est comme si c'est vie perso, vie pro. Pour moi, on est la même personne. C'est la même personne. Donc, on a l'impression que la spiritualité en Occident, c'est tabou. C'est-à-dire que ça fait un peu perché, ça fait peur. Souvent, on me dit, mais t'as que ça à faire de méditer. Et le fait de méditer 3 minutes par jour...
on s'est rendu compte en neurosciences que finalement, les 3 heures qui vont suivre à ces 3 minutes vont être complètement différentes, transformées, beaucoup plus productives, constructives. On va être plus concentré, focus, à l'écoute des autres. Donc, il n'y a rien de perché à méditer ou à développer une forme de spiritualité. C'est bien fait. Et le fait d'en parler en entreprise et de voir que finalement, bien sûr, de temps en temps, je suis habillée comme ça, mais parfois en laïque, en fonction de comment on me demande de venir. Mais de voir que je ne suis pas entre guillemets perchée et que je suis maman, productrice, réalisatrice dans le monde de je vis à Paris, les pieds vraiment sur terre. Bien sûr. Peut-être que ça rassure aussi de se dire elle a eu un chemin de vie spirituel, mais ça ne l'a pas détraquée, au contraire elle est vraiment ancrée. Et en revanche, je suis dans la vie, peut-être la vraie vie, je ne sais pas comment tu dis ça, en tout cas dans la vie active, sans être perturbé par les circonstances extérieures. Et dans le bouddhisme, on parle beaucoup de se dire que le pratiquant, la personne qui a une forme de spiritualité, on est comme un roseau, il peut y avoir du vent. Mais qui ne rompt pas. Jamais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, le fait d'avoir quelque chose à l'intérieur, on sait il y a une forme de force, de ressources, d'autres choses, de plus grand que soi. Ça apporte tellement dans la vie et dans le quotidien. Alors pourquoi faudrait-il le rendre tabou ? Je ne sais pas. Tu as raison. Justement, tu en as parlé tout à l'heure à plusieurs reprises, parlons-en maintenant, de tes recherches en 2016 sur les effets de méditation sur le cerveau humain avec l'INSERM de Lyon, je crois. C'est une expérience unique que tu as vécue et où tu as pu observer, et surtout les scientifiques ont pu mesurer, bénéfices concrets sur le fonctionnement du cerveau des pratiquants réguliers de la méditation. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience avec l'INSERM et des découvertes que vous avez faites concernant les effets de la méditation sur le cerveau? Et je crois que ces découvertes ont été ensuite amplifiées, il y a eu d'autres études, d'autres recherches, c'est ça. Sur différents lamas aussi, qui ont montré que c'était pas un fait isolé en fait. Alors explique-nous tout ça. Alors c'est vrai qu'en 2018, l'INSERM de Lyon me contacte pour faire partie Il y avait 2 groupes, les novices en méditation et les experts en méditation. Donc on me demande de calculer le nombre d'heures passées à méditer au cours de ma vie. C'est vrai que dans le bouddhisme tibétain, on n'est pas là à calculer du tout. Donc on me demande une retraite de 3 ans, c'est 16 000 heures, plus les retraites que j'ai faites par la suite, le fait de méditer tous les jours 1 heure au minimum. Donc, on arrive à 30 000 heures et ils me disent « Ok, vous intégrez les experts. » Donc, pendant 6 jours, je vais être branchée avec 62 électrodes sur la tête, des électrodes sur le visage, sur le cœur, le foie, etc., certains organes, pour voir comment je vais réagir face à leur expérience. Donc, il va y avoir environ 17 expériences différentes. En labo, tout ça. Oui, dans l'INSERM, dans des salles complètement différentes, parfois 4 heures dans un IRM, parfois dans une machine qu'on appelle un MEG. Il en existe que 4 en France, c'est comme des espèces de gros cylindres et voilà, et on scanne notre cerveau millimètre par millimètre. Ou dans une autre machine où on va m'envoyer des décharges électriques dans le bras pour voir comment, par exemple, sous l'effet de l'empathie ou de la compassion, je vais réagir pendant 3 heures. Donc, je vais méditer pendant 1h30 sur la compassion, 1h30 sur l'empathie et on va me projeter des images tout droit sorties du JT d'une extrême violence. Et on va voir, sous l'effet de la compassion, comment je vais réagir. Donc, je vais dire que, à l'aide de la télécommande, que je suis impactée à 1 ou 2 sur 10. Et sous l'effet de l'empathie, 8, 9 sur 10. Donc, ça, c'est pour les neuroscientifiques expliquent que c'est pour aller transmettre la méditation de la compassion auprès des écoles d'infirmiers, médecins, dans le personnel soignant, dans les EHPAD, etc. C'est aussi ce que je fais quand je suis invitée dans ce genre d'établissement. Donc ça, c'est déjà important, cette notion de compassion. Et si elle peut être diffusée, c'est parfait. On s'est rendu compte... en scannant mon cerveau, que certaines zones comme la bienveillance, la concentration, le discernement, et même la créativité alors pas au sens artistique, mais au sens le fait de méditer, ça crée une forme de neuroplasticité, mais alors incroyable. On a l'impression que c'est des autoroutes qui s'entremêlent à très grande vitesse, et du coup le fait de méditer apporte effectivement cette forme de créativité. On va me parler d'un problème, je vais pas trouver une solution, mais peut-être 25. Alors parfois je m'auto-fatigue tellement ça fuse, mais
ces expériences m'ont appris énormément parce qu'en fait, quand on médite, en tout cas dans le bouddhisme tibétain, on médite pas pour soi. C'est pas du tout une démarche altruiste. Je médite pour aller mieux. Je médite pour. Donc on va méditer au sens large, c'est-à-dire je développe de la bienveillance. Pour les autres. Pour que ça rayonne. Ou alors je travaille sur mes émotions pour mieux comprendre les émotions des autres. C'est projeté toujours vers l'extérieur en fait. Totalement. Et en fin de chaque pratique même, on va faire une dédicace, on dédie notre pratique pour le bien des êtres. Donc les recherches à l'INSERM et les expériences en tout cas, m'ont apporté énormément de réponses par rapport à ma retraite en disant « Ah, mais si j'ai réagi comme ça au cours de ma vie, c'est peut-être parce que ma zone bienveillance est beaucoup plus épaisse, en tout cas dans mon cerveau, qu'une autre zone. Et la concentration, la détermination, c'est peut-être pour ça que j'ai passé mon bac en 10 mois et que j'ai récupéré seconde, première terminale aussi vite. Donc, ça m'a apporté énormément, à titre personnel, mais c'est... pour la science. Mais ça a été aussi mesuré de manière scientifique pour toi et pour d'autres. Et on voit d'ailleurs très visuellement, enfin j'avais vu des images, des vidéos ou autres, que la cartographie, entre guillemets, des circuits neuronaux était quand même très différente. Complètement différente. Ça, tu peux peut-être expliquer un petit peu par rapport à des personnes qui n'ont pas fait 30 000 heures de méditation. Exactement. En quoi comment ça se présente On va dire qu'il y a une forme de signature sur le cerveau, signature de bienveillance ou signature de concentration ou autre. Et ce qui est étonnant, Mathieu Ricard, que je connais depuis toute petite et avec qui j'étais la semaine dernière, Mathieu a fait ses expériences donc, aux États-Unis, en France. Et quand il avait 74 ans, donc il a fait certaines de ses expériences, il en a fait beaucoup au cours de sa vie. Mais à 74 ans, au moment où il fait ses expériences, les neuroscientifiques déterminent qu'il a l'âge, son cerveau a l'âge d'une personne de 32 ans. Il a un cerveau de 32 ans pour une personne de 74 ans. Tout ça est expliqué par la méditation, les bienfaits. On s'est rendu compte qu'avec le vieillissement, les télomères réduisent, alors que chez Mathieu ou les pratiquants, ça continue de pousser et d'augmenter. Et donc, du coup, ça ralentit, en tout cas la méditation ralentit le vieillissement. Et on s'aperçoit aussi à Caen, à l'INSERM de Caen, que la méditation peut ralentir ou anticiper les maladies comme Parkinson, Alzheimer, grâce à tout ce qui se passe dans le cerveau sous l'effet de la méditation. Ouais, c'est incroyable. À l'heure à laquelle on parle, comme tu sais, il y a toute une économie de la longévité qui grandit, notamment aux États-Unis, beaucoup, seulement, avec des excès aussi. Ils mettent des millions pour... Oui, des excès aussi, des fois incroyables, mais il y a aussi des recherches scientifiques intéressantes. Est-ce que cette pratique de la méditation vient s'inscrire dans cette nouvelle économie de la longévité, selon toi, ou pas ? Ça pourrait, si... Ça devrait, parce que tel que tu l'écris, 32 ans, 72 ans pour 32 ans, non, mais c'est sûr. Après, il faut que le corps y suive aussi. Oui, c'est sûr. Mais bon, si on a toute sa tête, mais que le corps y suit plus, c'est compliqué. Après, là encore, méditer, c'est pas une démarche personnelle. Je médite pas pour. Par contre, s'il y a des bienfaits, tant mieux. Je médite. Et la phrase, c'est sans espoir ni crainte. C'est-à-dire, j'ai pas l'espoir d'y arriver à tout prix ou de vouloir ça, mais j'ai pas la crainte de ne pas y arriver. Donc on médite sans attendre quoi que ce soit. Mais si les bienfaits arrivent, le fait de mieux dormir, avoir une meilleure prise de conscience sur sa vie, sur ses actes, sur son quotidien, être plus concentré, plus déterminé, arriver à prendre du recul, tant mieux, c'est juste un bénéfice. Mais on ne médite pas pour obtenir quelque chose. Parce que si on n'y arrive pas, du coup, on va être vraiment déçu. Bien sûr. Alors justement, pour aller un tout petit peu plus loin, Hermès, dans cette relation, la méditation et la gestion du stress, des émotions, on avait pas mal parlé de ça aussi avec Natacha, justement, Natacha Calestrémé, dans lesquelles, justement, elle avait cette expression, je trouvais intéressante. Elle disait que nos émotions fonctionnent comme une Wi-Fi émotionnelle. Une Wi-Fi émotionnelle. Et donc, ça influence notre entourage, évidemment. Bien sûr. Wi-Fi, ça vibre, enfin, ça résonne, ça diffuse. Alors, pour toi, comment cette pratique de méditation peut aider justement à mieux gérer ses émotions, en fait ? Alors là encore, dans le bouddhisme tibétain, quand on va parler d'émotions, par exemple la colère, si on ressent de la colère, c'est comme si on mettait la colère sur la balance, d'un côté de la balance, mais on ne va pas méditer sur rien en face. Donc pour contrecarrer ou pour équilibrer cette forme de colère, on va méditer sur ce qu'on appelle un antidote.
Donc, pour contrecarrer la colère, on va méditer sur l'amour. Et donc, je vais méditer peut-être en pensant à la personne que j'aime le plus au monde, quand je suis en colère. Ouais. Je fais naître en moi l'amour pendant quelques minutes. Et on se rend compte que quand on a terminé de méditer sur l'amour, on va regarder la colère qu'on avait il y a quelques minutes et on va trouver qu'elle est beaucoup plus légère. Elle est dérisoire. Voilà, l'amour pèse plus lourd que la colère. Elle devient presque insipide. Et là, c'est vraiment intéressant de méditer sur un antidote quand il se passe quelque chose. Sur la peur, on va méditer sur la sécurité, sur la tristesse, on va méditer sur la joie, la jalousie, on va méditer sur la satisfaction, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est, ok, j'ai des émotions, mais je sais que je peux avoir un antidote. Je peux le fabriquer. Et contrecarrer ça. Et plus on va avoir le réflexe de méditer sur les antidotes dès que quelque chose va apparaître, et plus ça va être un réflexe. Et finalement, au lieu de partir dans la colère, créer du cortisol, qui effectivement, en fonction de notre état, ça déteint sur les autres avec les neurones miroirs. Si je suis mal, l'autre va le ressentir. Si je suis agressive, l'autre va le ressentir. Et ça, on le voit aussi beaucoup dans l'étude du système nerveux à travers la théorie polyvagale qui nous explique comment nos émotions déteignent sur les autres et comment gérer ces états. Est-ce que je subis ou est-ce que je choisis mes états, donc mes émotions. Je pense que si on apprenait ça à l'école, il y aurait beaucoup moins de violence dans le monde. Ouais, non, mais vraiment. Est-ce que c'est ça qui fait, tu disais tout à l'heure, je crois que ça m'a frappé, il y a 80 000 types de méditations différentes, c'est ça ? C'est ça, exactement, 84, ouais. 84 000 antidotes différents ? Parce que ça paraît tellement gigantesque. Alors, ça représente tous les enseignements du Bouddha, et chaque enseignement est finalement un enseignement en soi, une méditation ou un texte philosophique en soi. Donc, on pourrait méditer sur chacun des thèmes, chacune des phrases, chacune des pensées philosophiques. Et donc, quand on me dit non, la méditation, c'est pas pour moi, je me dis sur les 84 000, quand même, peut-être qu'il y a quelque chose qui va te correspondre un peu plus qu'une autre méditation. Mais alors, comment on arrive ensuite, alors ça c'est vraiment dans la pratique, à diriger son attention sur la bonne antidote au bon moment, à l'instant T, quand la colère surgit, quand le désespoir arrive, quand un drame se passe dans notre vie. Comment fait-on ? Ça suppose d'avoir énormément pratiqué pendant des années, comme tu l'as fait. Ou alors de savoir qu'il existe des antidotes. C'est-à-dire qu'en Occident, on parle beaucoup de la pleine conscience comme c'était la méditation unique. Alors, explique-nous ta définition de la pleine conscience. Mais, nous, dans le bouddhisme tibétain, on pourrait dire... Alors, on ne médite pas vraiment la pleine conscience. On va dire peut-être c'est la présence attentive, la présence à soi, mais aux autres. Et quand on parle de pleine conscience, on va rajouter le mot bienveillant, c'est-à-dire la pleine conscience bienveillante. Parce que quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre, il est pleinement conscient de ce qu'il fait au moment où il tue. Donc pour moi, la pleine conscience, il faut que ce soit un acte bienveillant. Et méditer sur la pleine conscience, c'est bien. Je suis pleinement conscient mais il faut que ça déteigne sur le quotidien, dans le sens où je suis pleinement conscient de ce que j'ai dans mon assiette, donc je mange peut-être autre chose que des légumes, donc je ne suis pas végétarien, et le fait de dire je médite sur la pleine conscience, mais de continuer à manger de la viande, fumer ou se détruire, prendre des substances qui ne sont pas bonnes pour le corps. Souvent, je rencontre des personnes qui me disent je médite la pleine conscience et tout, et je suis au resto avec eux et je suis finalement la seule végétarienne sur 25 personnes qui pratiquent la pleine conscience. Et pour nous, dans le bouddhisme tibétain, méditer, il faut que si ça ne déteint pas sur le quotidien, à travers le corps, la parole et l'esprit. Qu'il y ait une cohérence, quoi. Oui, le corps, c'est les actes. La parole, c'est aussi d'être bienveillant dans ses mots, le soutenir. Et à travers l'esprit, c'est ses pensées, d'avoir des pensées bienveillantes et envers les autres et altruistes. Je pense que méditer juste en disant je suis pleinement conscient, mais je continue, ça n'a aucun sens. C'est une contrainte pour rien. Donc autant aller se relaxer, se faire masser, aller au spa. Il faut que ce soit vraiment totalement intégré dans... Oui, sinon c'est que de la théorie. Il faut dans son corps, dans son esprit et dans sa vie, quoi. Faut que ce pour soit moi, pleinement, un méditant, on se rend compte si la méditation a des effets sur soi ou pas, à partir du moment où on change quand même quelques petites choses dans notre quotidien. Sinon, ça n'a pas grand sens. C'est-à-dire, justement, en parlant du quotidien, à nouveau revenir un petit peu à l'environnement professionnel, de travail, dans des entreprises, organisations dans lesquelles tu es peut-être intervenu.
Quelles sont, selon toi, un petit peu les clés pour créer un environnement de travail qui favorise finalement le bien-être qui est tellement recherché aujourd'hui dans les entreprises, la santé mentale des employés qui est souvent problématique aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles? Quelles sont les pratiques? Quels sont les rites? Quels sont les changements à apporter? Alors très souvent, quand je vais dans les entreprises, on parle beaucoup de bien-être, mais c'est toujours un bien-être, on va dire, matériel ou extérieur. Alors regardez, on a changé les chaises, regardez, on a mis des écrans avec des filtres pour la lumière bleue. Donc c'est toujours très extérieur. Ouais. Et je me dis, mais à quel moment on va travailler aussi sur l'humain, sur soi. C'est bien d'avoir une meilleure cantine, un meilleur mobilier, etc. Mais le vrai bien-être, et c'est ce dont on parle dans les textes bouddhistes, c'est méditer, c'est apprendre, c'est entraîner son esprit à s'adapter. Donc, on n'est pas à la recherche du bonheur ou du mieux-être ou du bien-être. Ouais. C'est-à-dire que si on s'adapte, l'idée, c'est d'apprendre à s'adapter pour être bien, quelles que soient les circonstances, l'environnement, ce qui se passe dans le monde, les collègues qu'on apprécie plus ou moins, le stress, là où on va travailler, etc. Donc, moi, je dirais plus, commençons à travailler sur soi. C'est pas perdre du temps ou c'est pas perdre de l'argent ou de l'énergie que de travailler ou investir sur soi plutôt que l'extérieur. Bien sûr, l'environnement extérieur est hyper important, mais la priorité, c'est vraiment comprendre ses émotions. Et donc, à travers les conférences, très souvent, c'est aussi des ateliers où je pose des questions, 3 questions aux salariés, aux chefs d'entreprise, aux patrons, aux leaders. Je demande de lister 10 choses qui vous font du bien, qui vous mettent en confiance, qui vous rendent heureux, léger, joyeux. Donc les personnes vont lister chacune individuellement sans partager voilà. Ça nous est propre. Ensuite, 10 choses qui vous mettent en colère, qui vous irritent, qui créent en vous une forme d'insécurité, d'injustice, un mal-être. Donc les personnes vont lister des choses qui les mettent en colère. Et 10 choses qui vous font peur, qui vous anéantissent. Et ensuite, je vais expliquer que ces 10 choses, c'est 3 états à travers lesquels on va passer tous les jours. Le premier état où on se sent léger, joyeux, enthousiaste, etc., ça s'appelle le ventral, d'après le système nerveux, la théorie polyvagale. Donc on est en ventral, on sent parfois on se réveille le matin, on se sent bien heureux, enthousiaste, donc on est en ventral. On va recevoir un texto, une notification, un mail qui va nous envoyer une contrariété, t'es où, tu fais quoi, t'es en retard, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. On va basculer dans un état qui s'appelle le sympathique, qui n'est pas sympathique. Donc on sent une forme d'agressivité, de colère, le cœur commence à battre, les mains moites, on comprend pas cette forme d'accusation. Soit on s'en rend compte, on prend conscience qu'on a basculé ou changé d'état et on revient en ventral. Soit on ne sait pas comment réagir et on bascule dans le 3e état qui s'appelle le dorsal. Je suis anéanti, etc. Donc toute la journée, on va traverser ces 3 états. Et on a un nerf vague, c'est le nerf le plus long de notre corps qui traverse notre corps et qui nous fait réagir comme ça. Et le fait de prendre conscience de ces états, c'est pas que je suis une personne colérique, c'est que cette situation ou cette personne ou ce moment dans ma vie me bascule en sympathique la plupart du temps, ou en ce moment je suis fatiguée, épuisée, il y a une mauvaise nouvelle, je suis en dorsale, abattue, etc. L'idée c'est comment je reviens en ventral et comment je trouve des ressources à l'intérieur de moi qui me sont propres. Et donc, c'est là où je dis, mais dites-moi ce que vous avez mis dans la première liste. Ça peut être la nature, l'art, le sport. Là, ce sont les antidotes, donc, exactement, c'est ça. On pourrait mettre 10, ça peut être 50. Mais c'est vrai que j'aime faire travailler les équipes comme ça. C'est ressources positives vers lesquelles on va se tourner pour exactement. Et du coup, on se dit que effectivement la chaise, peut-être que le patron, il voulait changer le mobilier et moi, ça m'a mis en ventral. Mais peut-être que l'autre, il aimait sa chaise d'avant et ça l'a basculé en sympathique parce qu'il aimait son bureau d'avant. Ou alors quand on est placé dans un open space, peut-être que le fait de mélanger, d'avoir une personne qui est en sympathique, dans cette forme d'agressivité et qui dirige une équipe, peut-être que ça bascule tout le monde en dorsale, alors que si on retire cette personne en sympathique, on lui donne un bureau à elle toute seule.
et on laisse ces personnes qui étaient en ventrale et qui sont pas, on va dire, anéanties par cette personne un peu trop autoritaire. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de voir. Non, c'est très intéressant. Est-ce que tu as pu le faire mettre en œuvre dans la durée ou pas? Oui, exactement. D'accord, avec des résultats à l'appui. Mais avec des résultats où les chefs d'entreprise me disent on a changé, ou lui on voulait lui confier un dossier, mais en fait on s'est rendu compte que c'était une personne en sympathique, donc il avait un discours très autoritaire. Ça doit être comme ça, très. Et le leader, le chef d'entreprise, le patron qui est en ventrale lui-même, souvent on veut que notre entreprise soit en ventrale. Mais comment tu peux espérer ou attendre que ton entreprise soit en ventrale, donc elle soit bien, etc., si toi-même tu n'es pas en ventrale. Et comment, si toi tu n'es pas en ventrale, tu veux que tes équipes le soient. Donc pour moi, le chef d'entreprise, s'il n'est pas en ventrale, c'est impossible que son entreprise au-dessus le soit et les salariés en dessous le soient. Pour moi, c'est vraiment la clé au milieu. D'accord. Et un chef d'entreprise, pour qu'il soit en ventrale, c'est qu'il faut mettre des moments dans son quotidien, pas attendre le week-end pour passer des moments en ventrale, mais de dire dans mon agenda, avant de mettre des réunions, des visios, des rendez-vous. Gère ces moments pour... Comment je vais mettre dans mon agenda le lundi, le mardi, le mercredi, des moments, quelques minutes par jour ou un temps. C'est pas être égoïste que de mettre des moments en ventrale, c'est simplement pour réguler... C'est quoi un moment ventral pour être très concret, par exemple? C'est pour réguler son système nerveux et d'être... C'est une méditation on peut, pas forcément, pas nécessairement. Selon ce que tu aurais mis dans ta liste, ça peut être marcher dans la nature, aller boire un verre avec des amis, faire du sport, contempler, je sais pas... le coucher de soleil, être en silence, prendre un temps pour soi, écouter sa musique préférée. On sent que quand on est dans cette forme, faire ses pauses, exactement, cette pause à soi-même. Soit avant d'arriver au bureau et de dire comment je vais dire un bonjour en ventrale, un bonjour que je vais transmettre avec ma vraie énergie et que les autres vont ressentir à travers les neurones miroirs, ou alors comment à l'inverse je rentre chez moi, est-ce que j'ai passé une journée en sympathique, c'était compliqué, et comment je rebascule en ventrale pour rentrer à la maison et dire un bonsoir à la famille en ventrale. J'aime beaucoup ce que tu dis. Ça rejoint aussi la discussion que j'avais avec une autre invitée, Amy Edmondson, qui est professeure à Harvard, qui a beaucoup étudié aussi la sécurité psychologique dans les organisations, notamment, qui est un gros sujet. Et donc finalement, en t'écoutant, Hermès, on peut se dire que ce travail personnel du leader et du manager, enfin des équipes sur... reconnaître comment repasser en ventrale, si je prends ton expression, va être essentiel pour créer aussi un climat beaucoup plus serein, un peu sécurisé, où les gens ne se sentent pas prêts à être agressés la seconde qui suit ou en situation de vulnérabilité totale. En fait, quand tu es en ventrale, les personnes en ventrale, c'est des personnes qui ont confiance en elles et confiance dans l'environnement, les équipes, le projet, etc. Donc, la notion de sécurité est hyper forte. Une personne en ventrale, elle se sent en sécurité où qu'elle soit. Une personne qui a basculé en sympathique, elle a confiance en elle, mais elle a perdu confiance dans l'environnement, les équipes, le projet, l'entreprise. Une personne qui a basculé en dorsale ou qui passe le plus de temps... Qui a peur. Voilà, elle a ni confiance en elle, ni dans l'environnement. Et le fait de voir dans ces équipes, est-ce que mes équipes sont en majorité ventrales? Donc du coup, c'est plus facile de ramener tout le monde en ventrale plutôt que est-ce qu'on est en dorsale? Et on s'est rendu compte qu'après le Covid, la plupart des entreprises étaient à majorité dorsale, complètement abattue. Il a fallu remonter, retrouver une forme d'énergie face à l'insécurité. Quelques mois après, on s'est rendu compte que les entreprises étaient plus en sympathique, de se relever, mais je me rends compte que j'ai perdu le marché, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Le télétravail, ils veulent plus venir travailler, donc il y a une forme de... On est en sympathique, et là, petit à petit, on s'éloigne du Covid et on retrouve cette forme d'entreprise en ventrale, de sécurité. On se sent mieux, on va y aller, on est confiant. Non, j'aime beaucoup, et ça rejoint beaucoup d'ailleurs dans la philosophie leadership positive, cette notion aussi un peu de propagation d'énergie positive qui peut être donnée lorsqu'on a cette conscience un petit peu justement de soi et des autres, et d'être proactif là-dessus. Alors j'ai eu plaisir d'échanger il y a déjà quelques temps avec Dandapani, qui est un prêtre hindou, entrepreneur maintenant aussi et ancien moine, qui a passé 10 ans de vie monastique et qui s'est consacré à transmettre justement des outils pratiques pour la vie moderne, centrés sur la concentration notamment, la gestion de l'énergie et la conscience.
Et il a fait de l'awareness, pour reprendre le terme anglais, américain, le fondement de la transformation personnelle en apprenant à diriger consciemment son attention. Ça permet de gagner en liberté intérieure, en clarté, en pouvoir sa propre vie. Alors j'ai le sentiment que tu partages pas mal de choses avec ce concept. Lui, il avait cette image qui m'avait frappé, c'était un peu une boule de lumière qui projetait dans son cerveau sur des lieux, si on fait une analogie avec une maison dans telle pièce, et qui était capable d'apporter de la clarté, de la lumière sur cette pièce à cet instant précis, pour qu'on ait réellement une concentration maximale. Et Dieu sait que c'est un gros sujet aujourd'hui pour tout le monde, et notamment la jeunesse dont on parlait il y a quelques minutes ensemble. Qu'est-ce que tu... Alors, je suis totalement d'accord avec ça, et en même temps, pour avoir cette forme de lucidité, de clarté, de discernement, pour ça, il faut être en ventral. Il faut être en ventral. Parce que quand tu es en sympathique ou en dorsale, c'est comme si tu avais des lunettes avec un filtre. Oui. Quand tu es en sympathique, tu vois le monde est agressif, tu sens coloré un peu de oui, ce tu as l'impression filtre-là, qu'il n'y a pas d'harmonie, ouais. que ça va trop vite. Quand tu as le filtre du dorsal, tu es complètement abattu, donc c'est trop pour toi. Et tu as une forme de désespoir. Alors que quand tu es en ventral, tu mets les lunettes en ventral et le filtre te montre que tout est possible, tout est réalisable. C'est qu'une question d'envie, de détermination, d'éthique, d'engagement, de discipline. Et tu as beaucoup plus de force. Quand tu es en ventral, tu as vraiment cette forme de clarté, tu as beaucoup moins de distraction, l'esprit est beaucoup moins confus. C'est comme si tu médites et qu'il y a très peu de nuages dans le ciel. Donc, quand tu fais les choses, déjà, c'est prendre conscience de ces trois états. Est-ce que la majeure partie de mon temps, je suis en ventral, ou est-ce que je suis plus en sympathique, à tout le temps râler, ou en dorsal complètement abattu? Ok, alors déjà, si je suis dans les deux autres états en majorité, comment je reviens en ventral? Quand je suis en ventral, je vais être beaucoup plus créatif, je vais avoir plus d'énergie, je vais pas compter mes heures. Et quand on est leader en ventral, on va embarquer ses équipes avec soi. Elles vont nous suivre sans qu'on ait besoin de les convaincre. Les gens vont presque même pas avoir l'impression qu'ils travaillent. Il va y avoir une forme de cohésion d'équipe, d'harmonie. On va pouvoir dire les choses sans que les gens se vexent. Une meilleure communication. Donc tout ça, ça passe uniquement si on est en ventral. Mais en t'écoutant, Hermès, volontairement, je me fais pour nos auditeurs un peu l'avocat du diable ou l'avocat du dorsal, peut-être, je ne sais pas, en disant, mais est-ce que c'est pas quelque part se mettre une paire de lunettes avec un filtre rose qu'on a sous les yeux, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais qui ne tient pas compte de la réalité du monde, où il y a des guerres, il y a des choses affreuses qui se passent tous les jours, des agressions permanentes. Tu réponds quoi à ça, en fait, sur ce filtre-là? On se met dans le ventral. Bien sûr qu'on peut être abattu en regardant ce qui se passe dans le monde. Mais toi, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta maison, au fin fond de je ne sais où, tu es en dorsale, abattu par ce qui se passe à je ne sais combien de kilomètres de chez toi. Qu'est-ce que ça change pour le monde? Rien. Ça t'abîme toi, tu crées soit de la peur, du doute, ça t'empêche d'avancer dans ta vie, ou du cortisol parce que tu vois ce qui se passe dans le monde et ça te met en sympathique, tu dis ah non mais la politique au bout du monde, et donc ok, mais alors tu crées du cortisol et qu'est-ce que t'en fais? Ça contribue pas au monde. C'est très stoïcien ça. Voilà, non mais je veux dire donc dans le bouddhisme tibétain, c'est vrai qu'on a plus tendance à dire je vois ce qui se passe dans le monde, je vais méditer, je vais faire des pratiques, je vais prier pour la paix dans le monde, je vais essayer de contribuer à aller aider des réfugiés, à les aider dans des associations, et c'est mon cas, mais j'y vais en ventral. Si j'y vais en dorsal, je vais pleurer avec eux complètement abattu, et pour moi d'être en ventral, c'est comme si tu étais en compassion. Et la compassion te donne envie d'être dans l'action, ça te donne de l'espoir, du courage. Donc c'est pas un filtre de bisounours, c'est vraiment ok, je développe le ventral, la compassion, l'amour, et je suis dans l'action. Par contre, si tu es trop dans l'empathie, tu es en dorsale et tu es anéanti. Pour moi, l'empathie t'anéantit quand c'est en mode XXL. Anéanti, et du coup, ok, je vois ce qui se passe dans le monde, je suis touchée pareil, je suis touchée par des causes, la cause animale, les violences faites aux femmes, les enfants, l'environnement. Mais si je reste en dorsale à pleurer toute la journée à cause de ça, je ferai avancer aucune de ces causes. Mais non, je vais pas être utile. Donc j'en suis consciente
et ça me donne encore plus la niaque pour y aller, mais j'y vais en ventral. Alors justement, c'est une très belle transition. Je sais que tu es aussi une militante pour l'environnement, oui. Et qui a mis en place des actions concrètes pour sensibiliser les autres aux enjeux écologiques et sociaux. Et tu as travaillé sur de nombreux projets humanitaires. Alors et environnementaux. Comment l'intégration de la méditation peut-elle contribuer justement à ce changement positif, pas seulement au niveau personnel, mais aussi pour la planète, en fait, tout entière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être décris-nous l'une des actions qui te tient le plus à cœur, que tu as menée ou que tu es en train de mener, et sur laquelle tu peux démontrer la puissance de cet apport ventral. C'est vrai que quand on médite, par exemple, sur la bienveillance, être bienveillant, c'est pas simplement, mais je médite pour être bienveillant envers moi-même ou les gens que j'aime. Non, ça peut partir de là, c'est bien, mais c'est un bon début. Mais on va élargir cette bienveillance au sens plus large. Je vais être bienveillante ou méditer ou développer de la bienveillance pour envers les personnes que je ne connais pas ou qui souffrent, ou plus largement tous les êtres humains, quels qu'ils soient, la cause animale, la planète. Donc, c'est vraiment une bienveillance au sens large. Donc, le fait de méditer tous les jours là-dessus, c'est vrai que quand on me demande de venir parler de bienveillance dans une entreprise, en conférence à l'autre bout du monde, je me dis, je suis invitée à Miami ou à l'île Maurice ou au Sénégal, etc., très régulièrement. Comment je pourrais accepter, ou à Dubaï, je pourrais accepter d'aller prendre l'avion pour parler de bienveillance sur scène pendant 1 heure alors que je n'ai pas été bienveillante envers la planète. Pour moi, il y a une forme de dissonance ou d'incohérence. Donc, je vais proposer en visio. En général, c'est refusé, donc tant pis. Mais j'ai pas l'impression c'est pas une contrainte. J'ai pas perdu quelque chose. C'est pas grave. Je suis en accord avec mes valeurs. Je suis cohérente avec ce que je dis, avec ce que je prône, avec ce que je pense. Donc concrètement sur le terrain, l'idée c'est de développer ou de partager cette forme de bienveillance au sens large, de prendre conscience, ok, je médite ou vous méditez, mais quel est l'impact sur votre quotidien? Qu'est-ce que vous mangez? De quoi vous vous nourrissez? Est-ce que vous prenez l'avion tous les 3 jours juste pour aller en week-end pour un bonheur personnel et se faire plaisir, ou est-ce que c'est vraiment utile? Donc j'essaye d'appliquer ça au quotidien, et quand je suis invitée sur des gros événements ou sur des salons ou avec X milliers de personnes, très, très souvent je leur demande est-ce que le cocktail sera végétarien, parce que vous faites une journée entière sur la bienveillance. Et c'était le cas quand on s'est vu à Benvivo au mois de janvier à Bordeaux, quand on m'a demandé d'être marraine. Benvivo. On m'a demandé d'être marraine, et il y a 1 an et demi, et 1 an et demi ça s'est préparé pendant des longs mois. Et ma première question, c'était est-ce qu'il y aura un cocktail? Oui. Est-ce qu'il sera végétarien? Pour moi, ça n'a aucun sens de faire venir 80 conférenciers qui viendront parler de bienveillance si on n'est pas bienveillant envers la cause animale. L'idée dans mon quotidien, c'est de ne pas créer de souffrance. Si on ne peut pas faire le bien, essayons au moins de ne pas faire le mal. Pas créer de souffrance. Et pour moi, ça passe aussi, la cause animale. J'essaye d'être à toutes les manifestations pour l'environnement, pour Paul Watson, d'être proche d'Hugo Clément, de Mathieu Ricard avec sa fondation, d'aider des réfugiés tibétains quand il y en avait 700 à Paris qui dormaient sous les ponts, etc. Donc, essayer de les nourrir, leur apporter des vêtements, les recaser un peu partout. Donc voilà, j'essaye de contribuer ces initiatives à ma manière. À ta manière de réconcilier au quotidien. J'aimerais faire plus. Tes valeurs et tes actes. Tu en fais déjà non, beaucoup. Non, pas assez. On n'en fait jamais assez. Je te rejoins là-dessus. Et une question, alors c'est une énorme question, et ce serait qu'on va pas lui rendre justice en une seule question, mais que je souhaitais te poser, parce que quand on parle de tout l'enseignement que tu as reçu, des pratiques que tu as réalisées, on pense à la religion forcément. Et donc, les lamas, me semble-t-il, enseignent des concepts centraux du bouddhisme tibétain. Donc, on parle de moralité, de sagesse, méditation. Le Dalai Lama prône une approche ouverte, inclusive des religions, me semble-t-il aussi. Et selon lui, la véritable spiritualité, ça n'imite pas la construction de temples, évidemment c'est important aussi, ou à l'observance de rituels, mais la culture de qualités humaines universelles, comme la compassion, dont tu as si bien parlé, la générosité, la tolérance, l'amour.
Et dans un monde où la pratique religieuse est en baisse considérablement, de la France, pas simplement en particulier, mais je voyais un livre récent qui donnait un peu une infographie des tendances religieuses et des pratiques. C'est assez incroyable, c'est très parlant. Et aussi les réseaux sociaux propagent une économie de la distraction. Quelle place vois-tu aujourd'hui, toi, pour la religion et sa pratique? Alors c'est vrai que, en tout cas concernant le bouddhisme, à chaque fois on me demande est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est une philosophie. Alors oui, pour nous c'est une religion. Oui. En France, c'est la 6e religion de France. C'est pour ça qu'il y a des émissions bouddhistes tous les dimanches matins depuis plus de 25 ans. Donc c'est reconnu par l'État, en tout cas en France. Et moi-même, quand on me demande de quelle religion je suis bouddhiste. Mais c'est vrai que je me rends compte que les gens préfèrent dire philosophie. Ça fait moins peur. Je suis une philosophie de vie. Ça fait un peu plus léger, plus poétique peut-être, j'en sais rien. Alors que dans le bouddhisme, c'est soit une religion, mais c'est tellement ouvert, il y a une forme d'ouverture d'esprit. Le Dalai Lama dit lui-même, si vous êtes de confession juive ou catholique, etc., ne changez pas de religion. Vous pouvez être juif et bouddhiste, ou catholique bouddhiste, musulman bouddhiste, etc. N'oubliez rien, n'oubliez pas vos racines, ou gardez les deux. En tout cas, nous, on est ouvert vraiment à tout ça. Et pour toi, ça peut se concilier autour de toi. Tu vois beaucoup de praticiens du bouddhisme. Mais qui viennent du monde entier, qui sont de confessions complètement différentes. Et en tout cas, nous, on l'accepte, c'est totalement ouvert. Et en même temps, on peut aussi méditer ou écouter les enseignements sans être bouddhiste. C'est-à-dire, tous les centres sont ouverts en France. Il y en a à peu près 400 centres, 400 à travers la France, avec des enseignants, des lamas. Donc, c'est ouvert à tous. Et à l'entrée, on leur demande jamais s'ils sont bouddhistes ou pas bouddhistes. Et toi, tu es bouddhiste? Moi, je suis bouddhiste, mais je suis née là-dedans et tes forcément... parents étaient catholiques, mais pas pratiquants plus que ça. Et donc, ils sont restés catholiques et bouddhistes. Oui, après, ils ont ta mère, beaucoup plus bouddhistes, parce que quand on va plus trop à la messe, et voilà, on s'oriente, voilà. Donc bouddhistes pratiquants, mais ça n'empêche pas que j'aille à Notre-Dame, ou quand je vais en conférence et que j'ai quelques heures avant, je passe devant une église, j'aime rentrer, avoir cette forme de pause méditative dans un lieu qui s'y prête. Dans un lieu qui prête donc, à la religion ou la spiritualité? La spiritualité, peut-être. Spiritualité. En tout cas, c'est ça que je transmets. Dans mes conférences, j'essaye de garder l'essentiel des enseignements millénaires que j'ai reçus de mes maîtres et de me dire, si je devais transmettre une goutte d'huile essentielle qui pourrait infuser ou parfumer le quotidien de quelqu'un, ça serait plus la spiritualité ou l'enseignement, c'est-à-dire quelque chose sur la sagesse, l'amour, des valeurs universelles. Je pense que c'est plus ça qui parle que expliquer une visualisation avec des divinités qui ont tant de bras, des mantras en sanskrit avec des lettres en sanskrit qui ne parlent pas beaucoup aux personnes en Occident. Donc en tout cas, moi j'essaye d'adapter l'enseignement millénaire à un monde moderne, et qui parle à toutes les générations. Bon. En parlant de toutes les générations, on parlait de tous les genres aussi, j'aimerais poser une ou deux questions avant d'arriver aux questions finales, parce que le temps passe très vite, sur les femmes et le rôle des femmes, parce que c'est important quand même, tu étais la plus jeune lama du monde occidental, femme. J'ai eu de nombreuses leaders, j'allais dire, positives dans mon podcast, dont par exemple l'ancienne CEO de PepsiCo, Indra Nooyi, et qui parlait évidemment de l'importance d'un leadership inclusif et de la place des femmes dans le monde des affaires, et elle n'est pas la seule, mais il en faudrait plus. Pour toi, quelle est la place des femmes dans le monde actuel et comment les femmes peuvent participer plus activement encore au changement sociétal, on en a bien besoin, pour faire évoluer les choses dans le bon sens finalement? Je pense qu'il y a une image assez particulière quand une femme est leader ou chef d'entreprise, et j'en rencontre beaucoup. C'est-à-dire que rarement, ou peu, ou pas assez, sont en ventrale. On a cette image de la femme, si elle veut réussir, elle doit être en sympathie. Du rentre-dedans, ou être un peu masculine, ou se rendre dure.
Et je me dis, mais pourquoi Pourquoi essayer de ne pas rester soi-même Ou pourquoi être dénaturé pour jouer ce rôle. Et je pense que si les femmes étaient bien simplement dans leur vie et restaient en ventrale, elles sont certainement bien quand elles sont mamans, bien quand elles sont chez elles, pourquoi jouer un double rôle ou changer d'étiquette quand elles dirigent des équipes ? Restez vous-même, restez soi-même. Et peut-être qu'apprendre à être une femme leader en ventrale, ça montre qu'on a confiance en nous, on est bien dans notre corps, c'est-à-dire le ventral, il se voit aussi à travers notre posture. Et moi, c'est ce que j'expérimente, c'est-à-dire on peut être productrice dans les médias où il y a énormément d'hommes, énormément de techniciens, énormément de patrons de chaîne qui sont des hommes. Mais si je reste moi-même, je suis en ventrale, je suis bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans mon esprit, bien dans ma vie, finalement, je suis aussi crédible qu'un homme. Et le fait d'être lama, d'avoir la même tenue, et finalement de rester en ventrale. Je bascule pas en dorsale complètement. Oh là là, j'ai honte, j'assume pas. Et quand j'ai sorti mon livre, on m'a dit mais si les lamas femmes existaient, ça se saurait. Alors non, c'est peu connu effectivement, mais j'assume et je reste en ventrale. Quelle est la proportion des femmes lamas d'ailleurs aujourd'hui ? Il y en a. Alors en Asie, il y a très très peu de centres de retraite pour les femmes et les 2 ou 3 qui existent sont uniquement pour les femmes nonnes. Donc il faut avoir les vœux de chasteté à vie, etc. En Occident, c'est vrai que dans les années 70, quand les maîtres tibétains ont commencé à arriver et fonder des monastères, les centres de retraite pour les hommes, en l'occurrence en Bourgogne, mes parents ont clairement dit dans les années 70 il faut en Occident aussi un monastère pour les femmes, un centre de retraite pour les femmes, qu'elles puissent devenir lama. Et donc chaque année, chaque cycle, tous les 3 ans, des hommes et des femmes entrent et sortent lama. Donc on va dire en France, il y a à peu près 2000 on va dire, hommes et femmes, tout confondu, mais visiblement la proportion... Il y a une beaucoup plus grande mixité qui évolue en Occident. Alors, ce qui est intéressant, ce que tu dis, par rapport à l'Église catholique dont on a parlé récemment, compte tenu évidemment des changements de leadership du pape et des films qui sont sortis aussi. Moi, j'aime beaucoup le cinéma sur les 2 papes, le conclave, etc. Se pose beaucoup de questions sur la place de la femme. Et surtout, on voit que l'Église a une direction globale, mondiale, et qu'il n'y a pas une vision occidentale ou asiatique ou africaine ou américaine. Il n'y en a qu'une. Visiblement, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a une flexibilité du système tibétain qui fait qu'il n'y a pas une autorité globale qui imposerait à l'Occident, à la France, de ne pas avoir de femmes lamas. Du tout. Au contraire. À la fin du mois, je vais donner une conférence à Montpellier où je serai sur scène en binôme avec un grand maître tibétain qui vient des États-Unis. Donc, ça va être un parcours croisé avec un maître tibétain. Donc, ça veut dire qui accepte, entre guillemets, d'être d'égal à égal. Il ne sera pas assis sur un trône et moi par terre. On sera d'égal à égal sur scène pour partager justement 2 points de vue, une femme occidentale, une lama occidentale et un lama tibétain qui vit aux États-Unis. Mais c'est vrai que quand je suis invitée à des tables interreligieuses ou des colloques interreligieux, en général, je suis la seule femme à parler d'une tradition ou d'une religion face à un rabbin, un chrétien, un catholique, un prêtre, un musulman, et je me dis où sont les femmes? Et quand je leur demande, la question c'est où sont les femmes? 3 petits points. Et dans les émissions bouddhistes qu'on voit le dimanche matin, du bouddhisme à la messe jusqu'à midi, là, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont invitées. Je sais que les sagesses bouddhistes insistent pour qu'il y ait la parité, hommes-femmes selon les invités. Il y a encore du travail à faire. Et les présentatrices sont 2 femmes. Mais quel chemin encore à parcourir. Et pourquoi Tu as encore plein de choses à faire au sein de cette... On verra, j'essaye. de ce mouvement. Alors, mes toutes dernières questions, Hermès. Quels sont tes projets futurs dans le domaine de la méditation et du bien-être et comment souhaites-tu continuer à étendre ton impact au-delà des entreprises et des personnes, finalement? J'aimerais faire quelque chose pour les jeunes. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui est complètement perdue. Elle a du mal à se trouver, à trouver un sens à sa vie avec ce qui se passe dans le monde. On leur met une pression énorme en disant voilà la planète, salut, au revoir et débrouillez-vous. Je trouve que c'est super lâche.
Et on leur demande à 15 ans, tu veux faire quoi plus tard ? Tu remplis Parcoursup et puis tu es parti sur des études est-ce que ça servira à quelque chose dans ce monde incertain ? Donc j'ai vraiment envie de me tourner vers la jeunesse, donc de continuer dans les entreprises, bien sûr. Mais comment aider les jeunes ? Comment ramener ces jeunes que je trouve un peu en dorsale ? Comment les ramener en ventrale, leur donner de l'espoir, de l'énergie, les aider à trouver un sens ? Souvent, on leur demande « Tu veux faire quoi dans la vie ?» Mais demander à quelqu'un qui est en dorsale ou en sympathique, la personne, elle est dans le brouillard. Comment elle peut trouver un sens quand elle va pas bien ? Donc, d'essayer de contribuer au mieux-être de ces jeunes, de cette jeunesse, cette nouvelle génération. Comment leur apporter plus de ventral, donc peut-être des outils, la méditation, la méditation, mais aussi d'être bien dans son corps. Donc on sait que réguler le système nerveux, ça peut passer à travers le sport, mieux manger, mieux dormir, le bien-être, marcher, peut-être être un peu moins connecté aux écrans et en tout cas se nourrir plus de la beauté des choses que de la peur du monde ou des choses qui sont la futilité. Donc apprendre à réorienter aussi son cerveau, son esprit, à avoir le côté positif de la vie et essayer de redonner espoir ou de donner espoir. Mais pour ça, il faut les ramener en ventrale. Et cette génération, je trouve qu'elle est plus en ce moment, depuis le Covid, en tout cas en dorsale qu'autre chose. Moi, je suis passionné aussi par la jeunesse, comme je l'ai partagé avec toi, et j'ai eu la chance de passer pas mal de temps avec des jeunes. Alors moi, ils sont auto-sélectionnés par la nature de ce que l'on fait dans l'association, j'ai le plaisir de présider, ça s'appelle For Good, où ils sont beaucoup en posture ventrale quand même. Ça, c'est génial. Parce qu'ils sont là pour changer le monde. Et donc, ça veut dire quelque part, lorsqu'ils lèvent la main pour participer à nos programmes, il y a déjà eu en eux une étincelle de ventrale. Alors peut-être parce qu'ils ont une passion. Ils ont une passion. Quand on a une passion ou une passion commune ou qu'on partage quelque chose avec d'autres et qu'il y a du lien, effectivement. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui en ont une, qui des fois est enfouie. Il faut savoir la déclencher, l'éveiller en eux. Et moi, je suis assez optimiste sur le fait que, d'abord, il y a des jeunesses, il n'y en a pas qu'une. Tu le sais comme moi, c'est une diversité incroyable dans tous les pays du monde, des environnements, des éducations, des profils, des croissances des jeunes et des environnements dans lesquels ils peuvent ou ne peuvent pas réaliser leur potentiel. Mais que si on arrive à déclencher en eux l'excitation, l'intérêt positif, pas par la distraction, mais par la réflexion un petit peu posée, centrée sur l'un des sujets qui peut les émouvoir et les toucher, il y a plein de belles choses à construire autour de cette génération. Peut-être que ça arrive quand les jeunes sont sortis de l'adolescence, ils sont majeurs, ils ont 18 ans et il n'y a plus le poids, en tout cas moins fort, de l'entourage, la famille, de l'environnement. Et là, on peut effectivement un peu s'épanouir, un peu comme un bourgeon qui s'ouvre et se dire « Ok, à nous la liberté ». Donc, effectivement, je me rends compte que vers cet âge-là, c'est peut-être plus facile que 15, 16, 17, en disant « Waouh, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ?» avec le poids aussi et le regard des autres. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire des choses ensemble sur cette jeunesse, parce que sur avec grand plaisir. Parce qu'il y a des choses. Maintenant, je vais te poser vraiment la dernière question que j'aime poser. Selon toi, Hermès, quelle est ta définition d'un leader positif, et que tu peux mettre au féminin, évidemment, parce que pour moi, c'est masculin et féminin. Un leader positif, c'est un leader qui, souvent on parle qui a un leadership autrement, ou qui lead autrement ou différemment, peut-être qui a peut-être plus de conscience de ses propres états et confiance, du coup, si on se connaît soi-même, on comprend mieux les autres, qui a envie de changer les choses, mais pour ça il faut déjà avoir changé soi-même, et souvent un leader, pour moi le meilleur des leaders, c'est quand même quelqu'un qui est en ventrale, qui est bien dans sa vie, et quand on est en ventrale, on responsabilise les autres, on donne confiance aux autres. Il y a une forme de partage, d'ouverture, de lien. Je suis leader, mais j'écoute les autres. Je m'inspire des autres. Il y a une forme d'humilité, de construction à plusieurs. On construit ensemble. Le leadership, pour moi, c'est pas quelque chose d'individuel. Il y a une forme de responsabilité collective et bienveillante. Et c'est ce genre de leader qui, en tout cas, moi, m'inspire.
J'adore ta définition qui rejoint totalement mon expérience vécue et mon apprentissage de leadership positif depuis pas mal d'années. Et je te remercie de cette très belle discussion, ce très beau voyage qu'on a fait ensemble depuis ce temple en Bourgogne, la plus jeune lama occidentale, et puis surtout pour découvrir des ressources insoupçonnées en nous, que ce soit évidemment la compassion, l'amour et le ventral. Alors ça, c'est une posture, une attitude ou un vécu, je pense, très important dans ce que tu as pu diffuser. Mille merci Hermès, c'était une très belle discussion, et à tous nos éditeurs, écoutez, si vous avez aimé, je l'espère, cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire même aussi, tous vos commentaires sont toujours plaisir, et puis évidemment on retrouvera un autre épisode d'ici une quinzaine de jours, et on sera très heureux d'écouter le tien, de le voir sur YouTube également, Hermès, et merci de nouveau pour ta présence, ton rayonnement. Merci infiniment. Dans cette émission et au-delà de cette émission. C'est ton ventral qui a déteint. Et tu auras peut-être des commentaires en ventral. Je l'espère. Merci à toi. Merci infiniment. Merci.